Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Un jour un fossile, nous allons parler d'un moulage endocrânien d'un mastodonte nommé Zygolophodon. Alors qu'est-ce qu'un moulage endocrânien déjà? Eh bien c'est le moulage de la cavité interne du crâne qui contient le cerveau. Donc on le résume souvent à cerveau fossile, mais en fait c'est pas exactement le cerveau fossile, c'est la cavité qui contient le cerveau, donc c'est la boîte crânienne au final. C'est le moulage de la cavité interne de la boîte crânienne qui bien souvent préserve l'anatomie externe du cerveau, mais qui inclut aussi et bien souvent les méninges ainsi que les nerfs. Donc c'est une image, on va dire, simplifiée de l'anatomie du cerveau. Et ce moulage endocrânien, donc, il nous vient d'un mastodonte du nom de Zygolophodon qui vivait en Moldavie il y a de cela entre 2 et 4 millions d'années. Donc la Moldavie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pays d'Europe de l'Est qui est très proche de la Roumanie. La langue moldave est d'ailleurs très proche du roumain. Et ce petit pays, eh bien, il est tristement célèbre pour être le pays le plus corrompu d'Europe, hélas, mais il est surtout célèbre chez les paléontologues pour avoir un registre fossile de proboscidiens absolument exceptionnel. Des proboscidiens à l'appel, j'ai envie de dire. Donc les proboscidiens, c'est la famille de l'éléphant, dont les mastodontes font partie. Et ces proboscidiens, donc, on les trouve à foison. Et ce moulage endocrânien, eh bien, j'ai voyagé depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Moldavie pour pouvoir l'étudier, afin de publier une recherche sur l'évolution du cerveau des éléphants. Alors pourquoi c'était important que je vienne voir ce moulage endocrânien en particulier en Moldavie? Bah déjà parce que les moulages endocrâniens d'éléphants sont très très rares, enfin d'éléphants fossiles sont très très rares, tout simplement parce que l'intérieur de la cavité crânienne des éléphants est très pneumatique, pleine de trous en fait. Un crâne d'éléphant c'est très très gros, ça a l'air très massif, mais en fait c'est très léger, il y a quasiment rien dedans. C'est quasiment que de l'air. Donc c'est très fragile. Et donc ça fossilise. En fait, l'extérieur peut se fossiliser, mais généralement l'intérieur il part en cacahuète à la fossilisation. Donc c'est très très rare qu'on conserve une belle boîte crânienne sur un crâne fossile d'éléphant. Et du coup, les moulages endocrâniens sont de fait très très rares. Et quand il n'y a pas de moulage endocrânien et qu'on voudrait faire un moulage endocrânien artificiel, eh ben on peut pas parce que pour la même raison, c'est que la boîte crânienne est très fragile. Et pourquoi on fait pas des scans? Eh ben tout simplement parce que ces crânes sont bien souvent énormes, beaucoup trop gros pour les scans, et que les petites cavités justement pneumatiques sont souvent remplies de sédiments qui rendent le crâne extrêmement lourd. Donc on peut même pas les soulever en fait. On peut à peine les soulever, encore moins les mettre sur le lit d'une machine à rayon X. Donc c'est très très dur d'étudier, d'avoir des crânes, des moulages endocrâniens de proboscidiens. Et c'est donc encore plus dur de les étudier. Donc quand on en a un et qu'on connaît quelqu'un qui est prêt à le partager avec nous, eh ben on ne se fait pas attendre et on voyage jusqu'en Moldavie. Et donc j'ai voyagé jusqu'en Moldavie pour aller étudier ce moulage endocrânien, et c'était important aussi parce que c'est un zygolophodon, et que Zygolophodon est parmi les plus gros proboscidiens qui ait jamais existé. On doit approcher avec Zygolophodon les 18 ou les 20 tonnes, je crois, donc ou quelque chose comme ça, quoi. Donc on est plus lourd probablement qu'un Deinotherium giganteum. Donc voilà, d'ailleurs ils en ont des très beaux, des Deinotherium giganteum en Moldavie. Je vous mets la photo de moi juste à côté d'un de leurs beaux spécimens. Donc voilà, Zygolophodon borsoni, dans ce cas-là, était un très très gros mastodonte, et du coup ça permet d'étudier justement la relation qu'il y a entre la taille du cerveau et la taille du corps. En particulier chez les grosses espèces, c'est plutôt intéressant de savoir justement si plus le corps est gros, plus le cerveau est proportionnellement petit, ou l'inverse. Et du coup, ça a été l'occasion de travailler avec une personne formidable et que je remercie encore à travers cette vidéo et à travers chaque email qu'on s'échange, qui est Théodore Obada, qui est la sommité locale en matière d'études des proboscidiens, et qui m'a gentiment accueilli, qui m'a gentiment invité à venir étudier ce Zygolophodon borsoni, qui m'a aussi invité à faire une présentation devant son département à propos de mes recherches sur le cerveau des proboscidiens, et qui m'a aussi raconté ses aventures formidables d'exploration de la Sibérie, parce qu'il a fait partie de plusieurs équipes d'exploration de la Sibérie à la recherche de mammouths laineux congelés,
Il a notamment fait partie de l'équipe qui a découvert Yucca. Donc ce Yucca, c'est celui où justement le cerveau était préservé et où il y avait du sang liquide à l'intérieur. Donc voilà, si vous regardez les photos de National Geographic, vous verrez probablement Théodore Obada dessus, parce qu'il faisait partie de cette équipe. Et j'en veux pour preuve qu'il m'a montré des poils de ce fameux mammouth. J'ai pu tenir dans mes mains des poils de Yucca, je veux dire des poils même pas fossilisés, encore frais, j'ai envie de dire, de Yucca dans mes mains. Donc ça a été un instant très fort. Et donc je remercie encore chaleureusement Théodore, j'espère qu'il verra cette vidéo, je lui enverrai cette vidéo, parce que vraiment ça a été un grand moment que j'ai passé en Moldavie avec lui et à étudier donc cet endocrâne de Zygolophodon borsoni, dont nous avons publié l'étude et donc qui a montré que grâce à ce Zygolophodon borsoni, et avec toute une base de données qu'on a constituée avec mes collègues au fil de à peu près 4 à 5 années de travail, eh bien on a finalement réussi à reconstituer pour la première fois l'évolution du cerveau chez les éléphants. Donc comment on est passé d'un cerveau tout petit, parce que les premiers éléphants non seulement avaient un tout petit corps mais avaient aussi un tout petit cerveau comparé à leur corps. Donc en pratique, le cerveau de l'éléphant moderne fait 20 fois la taille de ce qu'il faisait chez les proboscidiens les plus anciens, comme par exemple Moeritherium, si vous connaissez Moeritherium, qui vivait à l'Oligocène il y a 30 millions d'années, un peu plus que 30 millions d'années, entre 30 et 40 millions d'années. Donc voilà, on a pu reconstituer pour la première fois une histoire à peu près complète de l'évolution du cerveau des proboscidiens, et c'est grâce en grande partie à ce Zygolophodon borsoni et à l'impulsion de Théodore qui m'a invité à venir en Moldavie. Et je pense que cette étude n'aurait probablement pas vu le jour, en tout cas pas aussi rapidement que ça, si vous considérez que 4 ans c'est rapide, mais voilà, cette étude n'aurait probablement pas vu le jour sans son impulsion, et encore aujourd'hui on travaille à de nouvelles publications là-dessus. Donc voilà, la Moldavie c'était une très très grande expérience, beaucoup de fossiles là-bas, un muséum très très grand, et c'est vraiment formidable ce qu'ils font là-bas, étant donné le peu de moyens dont les musées disposent dans ce pays. Donc voilà, je les en remercie infiniment, et je vous remercie en vous disant à demain pour un nouveau Un jour un fossile. Ciao!